Bonjour, je suis Laurent Rigal, je vais vous présenter les résultats de l'essai clinique Baclovil. C'est un essai qui a déjà été beaucoup présenté en congrès par le professeur Jory, qui est l'investigateur principal de cet essai. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces résultats. Par contre, ces résultats ne sont toujours pas publiés. Ils sont en cours de publication. Alors, quelle est mon implication dans cet essai? Moi, j'ai travaillé depuis le début sur Baclovil, d'abord en tant que méthodologiste, et aussi en tant qu'investigateur. Donc j'ai participé, j'ai prescrit du baclofen dans le cadre de cet essai pendant toute la durée de l'essai. Mais je n'ai pas du tout d'autres liens d'intérêt et je n'ai aucun conflit d'intérêt et je n'en aurai pas. Alors, je ne reviens pas sur le contexte. Quand on a commencé à réfléchir à cet essai, il y avait un grand questionnement sur l'efficacité du baclofen, sur la question des doses, est-ce qu'il y avait des doses insuffisantes ou pas. Et puis, il y avait une discussion autour de l'avènement d'un nouveau concept, c'était d'abandonner l'abstinence pour s'intéresser à une réduction des risques. Donc nous, l'abstinence dans cet essai n'était ni un prérequis, ni un objectif à atteindre. Donc, quel est l'objectif de l'essai? Donc, c'était évaluer l'efficacité à 1 an. Donc, l'efficacité, c'est sur une faible consommation. Donc, du baclofen à une posologie qui pouvait monter jusqu'à 300 mg par jour chez des consommateurs excessifs en soins primaires. Il s'agit donc d'un essai randomisé, contrôlé contre placebo, en double aveugle, pragmatique, multicentrique, avec des investigateurs partout en France, 50 médecins généralistes et 12 XAPA. Cet essai a obtenu un financement par PHRC national en 2011. Et suite à ce financement, un donneur privé nous a gentiment offert le complément pour pouvoir financer l'essai. Ce donneur privé, je ne connais pas son nom, mais voilà, il n'a pas de lien d'intérêt dans l'alcool et il n'est jamais intervenu, il ne s'est jamais manifesté à un autre moment dans l'essai. Voilà, bien sûr, on a respecté les réglementations éthiques habituelles pour les essais. Alors, quels sont les critères d'inclusion? Eh bien, il fallait être adulte, mais pas trop âgé, donc entre 18 et 65 ans, avoir une consommation d'alcool à niveau de risque élevé suivant les critères de l'OMS, c'est-à-dire plus de 40 grammes par jour pour une femme et 60 grammes par jour pour un homme pendant les 3 derniers mois précédant l'inclusion. On avait peu de critères d'exclusion. Le Parkinson, c'était dit une pathologie rendant la participation à l'essai impossible selon l'investigateur. Donc pas d'autres réels critères d'exclusion. L'intervention consistait donc en prescrire un médicament à la dose initiale de 3 mg par jour, et puis on augmentait progressivement jusqu'à éventuellement monter jusqu'à 300 mg par jour. Et il fallait augmenter la posologie pour permettre aux gens de diminuer leur consommation. Un point important, quand on a fait cet essai, la saga du baclofen était déjà en cours. Et donc, il y avait beaucoup de prescriptions de baclofen hors AMM un peu partout en France. Donc, on a décidé qu'on pouvait prescrire du baclofen en ouvert en cas d'inefficacité du traitement à dose maximale, quand à la fois le patient et le médecin étaient d'accord sur l'inefficacité du traitement. Donc, une prescription de baclofen en ouvert, mais ça nous permettait de garder les gens dans l'essai, puisque en fait, notre crainte, c'était que les gens abandonnent l'essai au bout d'un moment et aillent chercher du baclofen dans un autre cadre, en dehors de l'essai. L'évaluation s'est faite par un journal des consommations. Donc, on remettait un petit carnet aux gens où ils remplissaient quotidiennement leur consommation d'alcool et leur prise de médicaments. Voilà, il y avait des consultations mensuelles et puis un certain nombre de prises de sang et bien sûr de questionnaires. Le critère de jugement principal, donc ce qu'on a appelé le succès, c'était une consommation moyenne nulle ou inférieure à un faible niveau de risque, donc inférieure à 20 grammes par jour pour les femmes et 40 grammes par jour pour les hommes au cours du 12e mois. Et cette évaluation a été faite à partir du journal des consommations, donc le petit carnet qu'on remettait à chaque mois aux patients. Il fallait également qu'il n'y ait pas de passage en baclofen ouvert, c'est-à-dire que les patients pour lesquels on avait augmenté les doses et qui s'étaient avérés des échecs
et qu'on avait décidé de les passer de leur prescrire du baclofène dans le cadre de l'essai en ouvert, eh bien, ces patients-là ont été considérés comme des échecs. Il y a eu un certain nombre de critères de jugement secondaires, donc la consommation moyenne au cours des différents mois, le nombre de jours d'abstinence, le nombre de jours de forte consommation. Forte consommation, ça veut dire plus de 6 verres dans la même journée, le craving, la qualité de vie, SF36, l'HAD, donc la dépression et l'anxiété, la dépendance selon le DSM-4, et puis des critères biologiques. Bien sûr, les analyses ont été faites en intention de traiter. En ce qui concerne les données manquantes, nous avons utilisé des méthodes d'imputation multiples, comme c'est aujourd'hui recommandé dans les essais en lien avec l'alcool. Nous avons réalisé 3 analyses de sensibilité, 2 pour éprouver nos résultats par rapport aux imputations, puisqu'on avait beaucoup de données manquantes et beaucoup d'imputations. Donc, deux analyses de sensibilité ont testé les imputations. S'il y avait plus de 25% de données manquantes, dans la première analyse de sensibilité, les patients ont été classés en échec. Je parle du dernier carnet, celui du 12e mois. Et puis ceux qui n'ont pas ramené leur carnet au 12e mois, nous n'avons pas forcément pris, dans la deuxième analyse de sensibilité, nous n'avons pas pris en compte les données imputées s'il n'y avait pas du tout de carnet donc au dernier mois. La troisième analyse de sensibilité a porté sur l'effet de la décision que nous avions prise de définir comme des échecs les patients qui ont switché et sont passés en baclofène en ouvert. Et puis, bien sûr, il y a eu un certain nombre d'analyses sur la tolérance et la sécurité. Donc voici le flowchart sur lequel je n'ai pas trop le temps de m'apesantir, mais donc il y a 320 patients qui ont été inclus dans cet essai, 162 ont été alloués dans le baclofène et 158 dans le bras placebo. Dans le bras baclofène, 49 patients ont interrompu l'essai avant la fin et 113 patients sont venus à la visite du 12e mois, donc à la fin de l'essai. Dans le bras placebo, 53 patients ont interrompu leur suivi et 105 ont été présents au cours du 12e mois, enfin ont participé à la visite du 12e mois. Alors, quelles sont les caractéristiques des patients à l'inclusion? Alors, elles sont similaires entre les deux bras, les bras baclofène et placebo. Donc, c'est des gens qui avaient environ 45 ans, plutôt 70% d'hommes, une consommation autour de 13 verres par jour. Ils étaient très largement dépendants. Et puis, vous voyez qu'il y avait des patients qu'on ne trouve habituellement pas dans les essais de ce type-là, avec des patients bipolaires ou des patients sous buprenorphine. En termes de suivi et d'adhérence au traitement, l'arrêt du traitement à l'étude avant le 12e mois a été important. 60% des patients du groupe baclofène ont arrêté le baclofène avant les 12e mois et 80% dans le groupe placebo. La durée du traitement à l'étude était donc de 34 semaines dans le bras baclofène et 20 dans le groupe placebo. Et seulement 42% des patients dans le bras baclofène ont rapporté leur carnet de consommation du 12e mois et 34 dans le bras placebo. Les passages au baclofène en ouvert ont été aussi importants. 12% des patients sous baclofène, dans le cadre de l'essai, sont passés en baclofène en ouvert et presque 40% dans le bras placebo. Les posologies maximales étaient de 180 mg de baclofène et 210 mg de placebo. Voilà, donc le critère de jugement principal, c'est celui qu'on voit en haut. Donc, je vous le rappelle, c'était une consommation à faible niveau de risque au cours du 12e mois, avec des imputations en cas de données manquantes et sans passage au baclofène en ouvert qui marquait pour nous un échec. Eh bien, on a observé une différence de 21 points pourcentage avec 57% des patients dans le bras baclofène qui étaient des succès et 36% dans le bras placebo. Dans les analyses de sensibilité, donc la première analyse de sensibilité où on a imputé uniquement les patients pour lesquels il y avait moins de 25% de données manquantes à 12 mois, eh bien, ça a confirmé les résultats
principaux, avec cette fois-ci 15 points pourcentage de différence. La deuxième analyse de sensibilité a donné des résultats similaires. Par contre, quand on a on a arrêté de considérer que la prise de baclofen en ouvert était un échec, et bien là, la différence entre les deux bras a disparu avec une différence de 6 points pourcentage, mais non significative. La dernière ligne, c'est les cas complets, c'est-à-dire les gens qui ont tout bien fait et qui sont des gens très sélectionnés. Vous voyez que là, il y a 24 points pourcentage de différence entre les deux bras avec un risque relatif de 2,6, donc c'est vraiment très efficace, mais sur des patients très sélectionnés. Ce qui fait un NNT à 5, hein, donc vous avez la comparaison avec ce qu'a dit le professeur Poucha. Donc ça veut dire qu'il faut traiter 5 patients pour rendre service à un patient pour le baclofen, enfin en les traitant par baclofen. Le critère de jugement secondaire, eh bien, ils n'ont pas tous été positifs, ou en tout cas significatifs. Il y avait des évolutions de consommation sur les 12 mois qui étaient différents entre les deux bras, avec un écart qui s'est maintenu autour de 10 grammes par jour, soit un verre. Et puis, il y avait des différences significatives entre les bras en nombre de jours d'abstinence, puisqu'il y avait 3 jours par mois d'abstinence supplémentaire dans le bras baclofen par rapport au placebo. Voilà, tous les autres critères de jugement secondaire n'étaient pas significatifs. En termes de tolérance, on a calculé le nombre de patients qu'il fallait traiter pour en exposer un à des effets indésirables graves. Eh bien, il fallait en traiter 6 à 8, donc un petit peu plus que pour l'effet favorable. On a eu énormément d'effets indésirables. Hein. Par exemple, dans le bras baclofen, on a eu plus de 1800 effets indésirables, tous confondus, hein, pas forcément graves, et moitié moins, 900 dans le bras placebo. Les effets indésirables graves, il y en avait significativement plus dans le bras baclofen. En termes de décès, on a eu 7 décès dans le bras baclofen et 3 dans le bras placebo. Aucun de ces décès n'a été attribué au traitement, mais bon, il y en a quand même un petit peu plus dans un bras que dans l'autre, même si ce n'est pas significatif. Pour terminer, j'avais promis de faire court. Donc c'est un essai entre guillemets positif, mais l'impression globale est quand même assez mitigée, hein, puisque il y a un certain nombre de critères de jugement secondaire qui ne sont pas en cohérence avec notre critère de jugement principal. Les résultats sont assez cohérents, moi je trouve, avec la méta-analyse dont a parlé Denis, qui a été publiée dans Addiction cette année. Les limites principales de ce travail, c'est les données manquantes, avec énormément d'imputations, même si c'est en train de devenir un standard. Eh bien, il y a quand même beaucoup de données imputées et les reviewings qu'on a eu des statisticiens, ça leur a pas trop posé de problème, mais bon, c'est quand même une question qui revient dans les questions des reviewers. Ensuite, il y a le baclofen en ouvert. Donc nous, dans l'essai, c'est un choix qui a été un peu compliqué. On s'est dit, voilà, il faut absolument que les gens qui considèrent qu'ils ont pris le traitement à la dose maximale dans l'essai, eh bien, si c'est un échec, il faut pouvoir leur proposer autre chose. On ne peut pas dire aux gens, voilà, ça fait 3 mois que vous prenez un traitement dans le cadre d'un essai, ça ne marche pas, et ben, on va attendre comme ça pendant 12 mois pour voir où vous en êtes dans 12 mois. Donc ça nous semblait légitime et éthique de proposer une alternative. Nous avons pensé que si l'alternative, nous ne la proposions pas nous, elle serait proposée, enfin les patients iraient la chercher ailleurs. Et comme ils avaient une forte demande pour le baclofen, eh bien, on a préféré leur proposer du baclofen en l'ouvert dans le cadre de l'essai. Il faut savoir que ça biaise beaucoup les données. Donc sur les critères de jugement principal, c'est très discutable de fixer de façon définitive qu'un patient qui n'est pas un succès après quelques mois, eh bien, sera toujours un échec à 12 mois. Hein. Il peut se passer beaucoup de choses. D'un autre côté, toutes les autres analyses, hein, les critères de jugement secondaire, sont faits avec les prises en compte des consommations sous baclofen. Donc on a vraiment, on mélange absolument de façon... bon, voilà, c'est comme ça dans l'analyse des gens qui sont partis au départ sous placebo et qui ont fini l'essai sous baclofen, et on compare les consommations de ces gens-là. Et donc on peut comprendre qu'on ait du mal à montrer des différences.
Enfin, donc voilà, il y en a assez peu sur les critères de jugement secondaire. Quel est l'apport de cet essai? Je crois que c'est un essai à large échelle, hein, c'est le plus important et le plus long. Il est intéressant en termes de généralisation, puisque vous avez vu qu'on a essayé de faire ça dans un contexte très pragmatique, hein, en médecine générale. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé à l'essai, je les remercie, qui sont dans la salle. L'originalité par rapport au reste de la littérature, c'est qu'il n'y a pas du tout de demande de sevrage. Hein. Il y a pas du tout, contrairement à la majorité des essais qui demandent d'abord une abstinence et une tentative de maintien. La dernière chose, c'est autour de la prescription. C'est un mode de prescription, une titration très lente en maintenant, si possible, la tolérance pour atteindre une efficacité qui a plutôt bien fonctionné. Alors, quelle est la suite ? La suite, c'est enfin, les autres questionnements, hein, je veux dire. C'est quelle est l'association du baclofène avec des interventions d'ordre psychosocial. Il faut savoir qu'en médecine générale, bien peu d'interventions psychosociales ont été associées au baclofène, alors que on connaît son efficacité. Et la dernière chose, c'est devant ces résultats, on va dire en demi-teinte, est-ce qu'on peut définir un groupe de patients qui aurait une meilleure tolérance et donc une meilleure balance bénéfice-risque? Et enfin, quelle est la place dans l'arsenal thérapeutique du baclofène aujourd'hui? Voilà, je vous remercie.